La députée de Notre-Dame-de-Grâce, La Chine. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Nous examinons ce soir un projet de loi qui nous vient du Sénat, le projet de loi S10, une loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes à sous-munitions. Depuis quelques semaines déjà, nous sommes ici réunis tard le soir pour débattre des projets de loi que ce gouvernement conservateur désire pousser de l'avant. Bien que nous, dans l'opposition officielle, sommes fiers de nous lever pour représenter les intérêts de nos commettants, pour poser des questions de fond et pour proposer des meilleures solutions ou des amendements concrets, je souhaite souligner que le processus par lequel nous venons parler du projet de loi S10 ce soir est inacceptable. En effet, le gouvernement conservateur force la main au Parlement pour faire approuver ces projets de loi le plus vite possible, sous des motions d'attribution de temps, 45e aujourd'hui, et de multiples votes de dernière minute. Qu'est-il devenu du temps traditionnellement alloué au débat, des études approfondies et non partisanes aux comités parlementaires, des consultations gouvernementales avec des experts nationaux et internationaux? Toutes ces étapes sont essentielles au processus démocratique d'élaboration de loi, et ce, avant de solliciter le vote au Cockmun. Je soulève ces points procéduriers au nom de mes collègues du NPD et de moi-même qui tenteront d'amender le projet de loi S10 au comité. Nous nous opposons à ce projet de loi tel qu'il est, car le projet de loi S10, bien que son nom semble l'indiquer, en réalité ne sert pas à mettre en œuvre la Convention sur les armes à sous-munitions, mais bien à l'anéantir. S10 sert à opposer le Canada aux 110 autres pays signataires de la Convention, dont 68 qui l'ont déjà ratifiée. S10 servira de cachette au gouvernement conservateur. C'est une tentative de faire exception à la Convention. Le NPD ne peut se mettre derrière une approche qui est, dans les mots de l'ancien premier ministre australien Malcolm Fraser, et je cite, une approche timide, inadéquate et régressive. Pour que tous mes collègues députés de cette Chambre soient informés à part égale sur le sujet donné et mes commettants par ailleurs, les armes à sous-munitions, je passe à la définition des termes. La Convention sur les armes à sous-munitions est un traité international humanitaire et de désarmement qui interdit totalement l'emploi, la production, le stockage et le transfert de cette catégorie d'armes et prévoit leur enlèvement et leur destruction. Les 111 États qui ont souscrit à la déclaration de Wellington ont participé à la réunion de Dublin en Irlande, soutenant ainsi le projet de convention. Ces États incluent le Canada. Le texte de la Convention a été adopté le 30 mai 2008 et le Canada a signé la Convention le 3 décembre 2008. En signant la Convention sur les armes à sous-munitions en 2008, le Canada s'est engagé à faire plusieurs choses, notamment ne pas employer d'armes à sous-munitions, ne pas mettre au point, produire, acquérir, stocker, conserver ou transférer des armes à sous-munitions, ne pas assister, encourager ou inciter quiconque à s'engager dans une activité interdite à un État partie en vertu de la Convention, détruire les armes à sous-munitions en sa possession au plus tard 8 ans après l'entrée en vigueur de la Convention, enlever et détruire le reste des armes à sous-munitions situées dans les zones contaminées par les armes à sous-munitions ou à veiller à leur enlèvement et à leur destruction, fournir une assistance aux victimes d'armes à sous-munitions dans les zones sous sa juridiction, fournir une assistance aux autres États parties afin que ceux-ci se conforment aux dispositions de la Convention et prendre toutes les mesures législatives nécessaires afin de mettre en œuvre la Convention. Selon l'article 2 de la Convention, et je cite la définition, le terme « arme à sous-munitions » désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kg et comprend ces sous-munitions explosives. Les armes à sous-munitions ont été utilisées sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale et dans des conflits plus récents, comme au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, par exemple. Ce sont des armes qui relâchent des centaines d'explosifs sur un large terrain dans une très courte période de temps. Nul ne peut y échapper. Et c'est triste à dire car 98 % de toutes les blessures liées à des armes à sous-munitions ont été infligées à des civils. 98 % pour des civils. Selon Costler Munition Coalition, de ceux-ci, plus de 25 % des victimes à armes à sous-munitions sont des enfants qui sont particulièrement attirés par les sous-munitions non explosées. Ces bombes prennent l'apparence de jouets et jusqu'à 30 % d'entre elles n'exploseront pas lors de leur premier contact au sol. Ces bombes attendent
patiemment leurs victimes. Le gouvernement conservateur veut voter pour un projet de loi qui annule l'engagement du Canada envers les victimes des armes à sous-munitions. Pas seulement les victimes passées, mais les victimes d'aujourd'hui et celles de demain. Le projet de loi S-10 va, dans les faits, invalider la Convention. Il contourne la disposition sur l'interopérabilité en permettant au Canada d'aider, d'encourager, de conseiller, de conspirer dans le but d'utiliser des armes à sous-munitions. Pourquoi le gouvernement qui a négocié et signé la Convention en 2008 fait-il volte-face? Le gouvernement n'est-il pas d'accord pour dire qu'il faut complètement bannir ces armes et que nous devons compléter nos paroles par des actions? Parlant d'action, je tiens à féliciter les nombreux Canadiens et Canadiennes qui ont signé des pétitions et qui exigent que le gouvernement agisse de façon responsable pour bannir les armes à sous-munitions. Je félicite ma collègue d'Edmonton-Strathcona qui a reçu ces pétitions et qui les a déposées en Chambre. Tout comme le NPD, ces citoyens de notre beau pays demandent des amendements au projet de loi S-10. Ils demandent qu'aucun Canadien ne soit imputable de son implication dans l'utilisation, la production, l'achat ou la vente d'armes de sous-munitions ou des investissements financiers dans ces activités. Ils demandent que le gouvernement du Canada ajoute au projet de loi S-10 son engagement positif et soutenu envers la Convention qu'il a signée en 2008. Et ils demandent que le gouvernement du Canada reconnaisse l'impact massif des armes à sous-munitions sur les populations civiles pendant les périodes de guerre, mais aussi pour les décennies qui suivent. Bref, dans les mots du regroupement Mine Action Canada, et je cite, « qu'aucun Canadien ni Canadienne ne devrait jamais être impliqué dans l'utilisation de bombes à sous-munitions, quelle que soit la finalité, le lieu, le moment ou la mission. » Selon M. Paul Hannon, directeur du regroupement Mine Action Canada, le Canada devrait avoir la meilleure loi de mise en œuvre au monde. Nous devrions être le premier leader. Mais avec le projet de loi devant nous ce soir, c'est absolument pas le cas. J'encourage tous à signer la pétition de l'organisme Handicap International contre les bombes à sous-munitions qui compte à ce jour 708 318 signataires. Je tiens aussi à féliciter mon collègue d'Ottawa Centre pour tout l'excellent travail qu'il a fait à ce sujet. Saviez-vous qu'à l'échelle mondiale, les sous-munitions non explosées, les mines terrestres tuent 4 000 civils chaque année? En 2006, 22 membres des Forces armées canadiennes ont été tués et 112 ont été blessés en Afghanistan en raison des mines antipersonnelles, armes à sous-munitions et autres armes explosives. Ces armes sont dangereuses parce qu'elles sont presque incontrôlables, même longtemps après la fin d'un conflit armé. Ces armes sont inacceptables. Le projet de loi S-10 se présente comme un échec pour le leadership du Canada sur des enjeux d'importance internationale. S'il est adopté dans sa forme actuelle, ce projet de loi sera le plus faible au monde. Le plus faible au monde, comparativement à ceux des 110 autres pays signataires de la Convention. Pourtant, avec les amendements suggérés par le NPD, le Canada pourrait retrouver sa noblesse et son rôle de protecteur et défenseur des droits des personnes, incluant le droit des victimes. Pourquoi le gouvernement cherchait-il à saper tous ses efforts? Monsieur le Président, il fut un temps meilleur. En 1997, grâce au leadership du Canada, le traité interdisant les mines, mieux connu sous le nom de traité d'Ottawa, est devenu le traité de désarmement le plus ratifié de l'histoire. À la mémoire de ce moment historique, j'espère que tous mes collègues de tous les partis vont soutenir les efforts du NPD et vont soutenir nos amendements. Pour conclure, Monsieur le Président, j'aimerais citer Craig et Mark Kilberger dans un article qu'ils ont écrit pour le Jour du souvenir l'an dernier. Craig et Mark Kilberger sont deux jeunes Canadiens exceptionnels qui ont fondé l'organisme à but non lucratif Free the Children et qui continuent à motiver plus de 100 000 jeunes par année à s'impliquer dans leur communauté pour faire avancer la justice, la paix et la solidarité sociale. This week, we pay homage to Canadians. Cette semaine, nous rendons hommage aux Canadiens qui servent pour la liberté mondiale. Quelle meilleure manière d'honorer leur sacrifice que de promouvoir la paix en éliminant une arme qui tue et qui mutile des milliers d'enfants chaque année. Questions et commentaires? Honorable député de Mississauga, Erindale. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour son discours. Je vais lui poser une question que j'ai posée à son collègue qui a parlé plus tôt. Sa collègue, malheureusement, n'a pas pu répondre à ma question parce qu'elle a regardé la loi du Royaume-Uni et de l'Australie. Elle dit qu'elles étaient meilleures que celles du Canada par rapport à
l'interopérabilité du paragraphe ou de l'article 11. Est-ce qu'elle pourrait nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la loi britannique et la loi australienne et qu'elle nous dise comment l'article 11 d'un projet de loi canadien est différent des autres en ce qui a trait à l'interopérabilité et les États qui se servent de ces armes? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier mon collègue pour sa question. Écoutez, j'ai comparé la loi canadienne que les conservateurs nous proposent à d'autres lois parce que, selon plusieurs experts, c'est une loi qui est très faible. C'est là-dessus que je voulais concentrer mon discours, M. le Président. C'est là-dessus que je veux mettre l'emphase. On a un projet de loi, on a un gouvernement qui veut, qui refuse de ratifier une convention qui va sauver des vies. Donc, que ce soit l'article 11, que ce soit n'importe quel article, on le compare à n'importe quel pays, on est en face d'un gouvernement qui s'est abaissé devant le lobbyiste États-Unis pour se dire, bon, ben finalement, en 2008, on a fait une bonne job, mais on va balayer tout ça, on va oublier tout ça, on va diluer la loi, on va mettre une loi qui est complètement faible. Fait que j'ai pas besoin de comparer à tous les pays. On avait une bonne convention que les conservateurs refusent de ratifier, c'est ça qui est problématique. Questions and comments?